La guerre de 7 ans est la guerre qui a enfin permis de baisser l'influence considérable qu'a la France sur le reste de l'Europe. Ah bon? Je vais perdre mon influence, moi. Et oui, on va en parler dans cette vidéo, mais regardons un petit peu le contexte européen au début du XVIIIe siècle. En 1711, voici à quoi ressemble l'Europe. Ici, il y a la France, royaume le plus puissant d'Europe et le plus peuplé bien sûr. À côté, il y a le Saint-Empire romain germanique, qui est très peuplé, mais qui n'est pas un pays. C'est plutôt un ensemble de petits États allemands. Parmi les États allemands, le plus puissant, c'est l'Autriche. L'Autriche est super contente car elle possède la Hongrie depuis 1699 qu'elle a piqué à la Turquie. Je suis contente, peut-être, mais je vis quelques difficultés quand même. En effet, l'Autriche avait réussi par le passé à mettre sur le trône d'Espagne une lignée de la dynastie des Habsbourg. Les Habsbourg, c'est la dynastie qui dirige l'Autriche, pour info. En France, ce sont les Bourbons, et en Turquie, ce sont les Ottomans. Mais la Turquie, ça n'a rien à voir. Si j'en parle, c'est parce qu'à chaque fois que je dis Turquie, quelqu'un va me répondre en commentaire qu'il faut dire Empire Ottoman. Mais il est clair que lorsqu'on appelle les pays par leur nation plutôt que leur dynastie, c'est toujours un peu anachronique, tant que le sentiment national n'existe pas encore. Mais moi j'aime bien les appeler par leur nation, ça permet de faire le lien avec les États actuels. Bref, l'Espagne est en guerre car le dernier membre de la dynastie des Habsbourg est mort sans descendance. La France veut donc envoyer un membre de sa dynastie au pouvoir. Je vais pas détailler plus que ça. À la fin de la guerre en 1714, l'Autriche se contentera de récupérer les Pays-Bas belgiques, qui étaient espagnols et qui deviennent autrichiens. La France en profite aussi pour affirmer sa possession sur l'Alsace, région allemande jusqu'alors. Si je vous parle de ce conflit, c'est pour vous montrer la véritable rivalité qu'il existe entre la France et l'Autriche. En fait, la France est le reste du monde allemand, mais le monde allemand est dominé par l'Autriche. En 1711, cependant, l'Autriche fait signer la pragmatique sanction. Charles VI, nouveau roi d'Autriche, écrit que s'il meurt, c'est sa fille qui prendra le pouvoir s'il n'a pas de fils d'ici là. Et en 1740, Charles VI meurt. Oh, je meurs! Marie-Thérèse étant sa seule fille, c'est elle qui devient la reine d'Autriche. Sauf qu'en Autriche, l'arrivée au trône d'une femme agite un petit peu la cour et beaucoup ne prennent pas au sérieux la nouvelle monarque. On peut dire que ça crée un peu la zizanie dans le gouvernement, ce qui par conséquent affaiblit aussi l'Autriche. Regardons un peu ses frontières, l'Autriche, qui n'ont pas trop changé depuis la fin de la guerre de succession espagnole. Comme je l'avais dit, l'Autriche est vraiment le principal pays allemand. Mais ce pays possède des territoires qui ne sont pas allemands. Il y a par exemple la Hongrie, qu'elle a piqué aux Ottomans en 1699, comme dit précédemment, mais il y a aussi au nord les territoires slaves, la Bohême. Ce royaume appartient à l'Autriche depuis 1526. Dans ce royaume, il existe une région bien riche, la Silésie. Maintenant, parlons d'État allemand. Depuis quelques décennies, il y a un autre qui est important, c'est la Prusse. Et en 1740, la Prusse change de roi, elle aussi, et le nouveau roi, Frédéric II, n'a qu'une envie dès qu'il arrive sur le trône, profiter de l'instabilité autrichienne. Fin 1740, la Prusse envahit la Bohême pour annexer la Silésie. Oula, attends Prusse, mais qu'est-ce que tu fais? Moi je veux la Silésie. Prusse, je peux te donner un coup de main si tu veux. Durant l'année 1741, la Prusse entre dans la Silésie et la bataille finale a lieu en 1742 où l'Autriche perd. Mais en Autriche, il y a des complications gouvernementales. Marie-Thérèse est la reine d'Autriche, mais elle ne peut pas être l'impératrice du Saint-Empire romain germanique, car c'est une femme. Charles VII se considère comme héritier légitime et prétend aussi au trône d'Autriche. Une fois le problème de Charles VII écarté, l'Autriche reprend la guerre contre la Prusse en 1744. La France, elle, n'avait rien à gagner à aider la Prusse. J'aide la Prusse, mais elle me rend rien en retour. C'est quoi cette histoire? En 1745, la Prusse gagne définitivement encore une fois et récupère une bonne fois pour toutes la Silésie. Elle devient donc Prusse. Et la Prusse commence à s'émanciper réellement au sein du Saint-Empire. C'est scandaleux. La France n'aime pas trop cette situation, elle a toujours volontiers tapé sur l'Autriche car elle n'aime pas l'hégémonie allemande. Mais avec la Prusse, ça fait un nouvel État allemand qui devient menaçant. Mais il n'y a pas que la Prusse qui devient menaçante pour la France, il y a le Royaume-Uni aussi. Mais c'est en Amérique du Nord. France et Grande-Bretagne ont tous les deux colonisé l'Amérique du Nord. On pourrait se dire qu'un pays puissant comme la France ne devrait pas avoir de soucis face à un petit pays comme l'Angleterre. Mais c'est faux. L'Amérique française a du mal à se peupler. Contrairement à celle anglaise, les deux vont finir par rivaliser et vouloir chacun la vallée de l'Ohio. Nous sommes dans les années 1750. En 1754, les Français commencent l'offensive et gagnent facilement du terrain. Revenons en Europe où la France se considère comme ennemie de l'Autriche. En 1756, la Prusse, qui avait été aidée par la France jusque-là, fit une alliance avec le Royaume-Uni. Très bien Prusse, nous voilà alliés désormais. Non mais oh, Prusse, on avait fait une alliance contre l'Autriche, ça va pas? Non mais Prusse. Du coup, quelques mois plus tard, la France décide de faire un traité avec l'Autriche. Écoute Autriche, on est les deux pays ennemis, c'est vrai. Mais je n'aime pas les agissements de la Prusse. Très bien, faisons un pacte de non-agression. Ce grand chamboulement diplomatique est appelé la révolution diplomatique. Pour la première fois, les deux pays vont s'allier.
La première opération française va être celle d'attaquer l'île de Minorque, une possession britannique obtenue pendant la guerre de succession espagnole en 1714. La France gagne et arrive à faire fuir les Britanniques. Cette bataille est donc la continuité des petites guerres coloniales que se font les deux pays en Amérique du Nord, mais aussi en Inde. En août 1756, la Prusse, maintenant qu'elle sait qu'elle est alliée au Royaume-Uni qui assure ses arrières, décide d'attaquer la Saxe. L'Autriche, en tant que chef de file des pays allemands, doit intervenir. Ils partent vers la Saxe où ils croisent les armées prussiennes. C'est le début de la guerre de 7 ans. La première bataille est la bataille de Lobositz, où la Prusse bat l'Autriche. Cette guerre sera donc surtout une guerre fratricide entre la Prusse et l'Autriche. Les deux États allemands. La France et la Russie soutiendront l'Autriche, le Royaume-Uni soutiendra la Prusse. Hanovre, un autre État allemand, soutiendra la Prusse aussi. En 1757, la Prusse continue à avancer et tente de prendre la ville de Prague. Mais à la fin, elle se retire. Entre-temps, la France traverse le Rhin et arrive à Hanovre qu'elle doit combattre. La France gagne mais ne pourra pas occuper Hanovre. La Russie arrive fin 1757 à la frontière prusse et gagne finalement contre l'armée du pays allemand. Puis l'Autriche continue la guerre et gagne encore une bataille. Bref, en fin 1757, la Prusse est bien affaiblie, en étant attaquée par 3 côtés. Elle doit ainsi rendre une grande partie de la Silésie à l'Autriche. N'oublions pas que la Silésie est une région très riche avec beaucoup de ressources. Voilà pourquoi elle est un si grand enjeu. Ah bah tu vois Prusse, tu fais moins la maline maintenant. Le Royaume-Uni est lui aussi dans le conflit, et il va attaquer directement la France métropolitaine. En septembre 1757, ils tentent une attaque de Rochefort pour pénétrer le territoire français, mais finalement ils échouent. Ouais, en fait non, c'était pas le moment d'attaquer, on n'est pas encore prêt. La guerre continue dans les pays allemands, avec des victoires prussiennes parfois, autrichiennes d'autres fois. En décembre 1757, avec la bataille de Leuthen, la Prusse se ressaisit et bat l'Autriche. Elle peut ainsi garder la Silésie. Désolé, mais je récupère la Silésie. Début 1758, la guerre continue entre Français et Britanniques. Les Anglais attaquent Carthagène où sont amarrés des bateaux français. Le but est de prévenir une aide française en Amérique. Retournons en Amérique d'ailleurs. Pour le moment, la France se débrouille plutôt bien et a gagné la majeure partie des batailles. Pour les Britanniques, ils veulent mettre tous leurs moyens sur la ville de Louisbourg, où se trouve une garnison française. Ils savent que la France peut envoyer des renforts depuis l'Europe, et c'est pour ça qu'ils ont attaqué Carthagène et Rochefort précédemment. Le 8 juin, les Anglais attaquent Louisbourg. Ce n'est pas la première fois, car ils avaient tenté de créer une flotte dès 1757. Les Anglais se débrouillent bien, et les Français arrivent à faire venir des renforts trop peu nombreux et trop tard. Le 26 juillet, les Anglais prennent la ville. Cette victoire est une grande victoire. En prenant cette ville, l'Angleterre peut contrôler le passage qui permet de ravitailler le Canada français. En même temps, l'Angleterre a aussi attaqué Saint-Malo, important port français. Elle n'a pas pris la ville, mais a bien affaibli la France. Le fort Carillon, français, a aussi été tenté d'être pris par les Anglais, mais sans succès. Mais la France est tellement affaiblie en Amérique, il n'y a plus qu'à attendre un peu avant d'attaquer à nouveau et anéantir une bonne fois pour toute l'Amérique française. Retournons en Europe en attendant que l'Angleterre se décide à attaquer à nouveau le Canada français. Durant l'été 58, il y a encore des batailles en Allemagne autour de la Prusse. La bataille de Zorndorf est importante car les Prussiens arrivent à faire fuir la Russie. La Suède participe aussi à la guerre du côté des Autrichiens, mais elle perdra contre la Prusse. Qu'en est-il ailleurs dans le monde? En effet, les Français et les Britanniques se sont aussi fait la guerre en Inde. Le Bengale demande au Royaume-Uni d'arrêter la fortification de Calcutta, et la France lui vient en aide. Les Britanniques les attaqueront en retour et enchaîneront les victoires. C'est le début d'une véritable colonisation en Inde et de la fuite presque définitive de la France dans la région. Toujours en 58, les Britanniques arrivent à prendre les villes de Saint-Louis et Gorée qui appartenaient à la France. Et toujours la même année, les Anglais tenteront plusieurs attaques des ports en France métropolitaine pour démoraliser les Français. En 1759, la guerre n'est donc pas jouée d'avance pour les grandes puissances que sont la France, l'Autriche et la Russie. Ces 3 pays subissent pas mal de défaites de la part des petits Royaume-Uni et Prusse. Ils sont quand même forts ces petits pays. Ouais, je comprends pas, on les prend jamais au sérieux d'habitude. Ils nous regardent de haut car on est des petits pays. On va leur montrer si on est vraiment des petits. Début 59, la France et la Russie remportent leur victoire en Prusse. Mais le 1er août 59, a lieu une grosse bataille entre la France et une alliance prusso-anglaise. Je vais me les faire, ils vont comprendre ce que c'est que se battre quand je suis avec mes meilleures armées. Mais la France essuie une grosse défaite. Pour la première fois, elle doit renoncer à son hégémonie sur l'Europe. Je comprends pas. Je suis la première puissance d'Europe. Et ouais France, les temps vont changer. Heureusement pour l'Alliance, plus tard les Autrichiens, Russes et Suédois gagneront leurs batailles respectives, et la Prusse essuiera une de ses pires défaites. La ville de Berlin est pratiquement prise, c'est bientôt la victoire finale. Ne prenons pas de risques, on n'a plus vraiment les moyens de partir à l'aventure. Attendons encore un peu. En Amérique, les Anglais reprennent leurs avancées une fois le printemps bien installé. Le 26 juin, ils commencent le siège de Québec, et en septembre, c'est officiel, les Français se rendent, le Canada devient anglais. Et mince, je suis en train de tout rater contre les Anglais, mais c'est pas possible ça. En Bretagne en novembre, une grande bataille navale a lieu entre les Anglais et les Français, la bataille des Cardinaux. Et là encore, les Anglais gagnent largement.
Non mais c'est pas possible, je peux pas perdre contre les Anglais. Comment je vais mettre en place mon invasion des îles britanniques? En effet, pour les Français, il était évident que tôt ou tard, il fallait attaquer l'Angleterre directement. Mais en perdant, la France doit revoir totalement sa flotte. En fait, sa flotte n'est plus vraiment à jour, il faut la moderniser. Mais il est trop tard pour le faire rapidement. De l'autre côté, la Prusse se prend encore des défaites face à l'Autriche. Alors Prusse, ça y est, on comprend enfin quelle est sa place en Europe. Commence une trêve hivernale, et les combats démarrent à nouveau au printemps 1760. Et comme toujours, l'Autriche se débrouille bien et enchaîne les victoires, contrairement à la France qui a du mal à garder ses positions. Alors France, comment ça avance? Eh bien j'ai quelques difficultés. Haha, je croyais que tu étais le pays le plus puissant d'Europe. Je suis pas non plus invincible. En octobre, les forces autrichiennes et russes décident à prendre la ville de Berlin, mais elles ne vont pas rester très longtemps. Seulement 4 jours. Juste le temps de piquer le trésor. Mais la Silésie, elle, reste toujours impossible à récupérer. La Prusse se résiste, mais est de plus en plus épuisée. Allez, on avance en 1761, où la guerre continue. La bataille de Villingen, en juillet 1761, marque une victoire de la Prusse et sa coalition contre la France, qui avait fait quelques avancées. Les Russes, quant à eux, s'en prennent à Kolberg, qu'ils arrivent à faire capituler en décembre. En fait, cette guerre n'a été qu'une succession d'échecs puis victoires des deux côtés. Mais la Silésie reste toujours prussienne, alors que c'était le principal objectif. Le seul endroit où il y a eu un véritable changement, c'est dans l'empire colonial français. La France est en train de tout perdre. Je lui ai pris l'Amérique du Nord, je lui ai pris l'Inde, j'ai aussi réussi à démoraliser la France en l'attaquant par ses principaux ports. Maintenant il reste les Antilles. Hein. Le Royaume-Uni avait déjà pris possession de la Guadeloupe en 59, puis de la Dominique en 61, mais ils avaient échoué à prendre la Martinique. En 62, ils décident de retenter leur chance. En un mois, l'île est prise, cela va commencer à inquiéter l'Espagne. Bon, à Cuba, il faut tout fortifier, il faut pas que le Royaume-Uni nous attaque. Les batailles reprennent en Europe au printemps 62. La Prusse est très mal et va bientôt perdre. Je suis complètement fichu, qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est le grand retournement de situation. Comment ça, le grand retournement de situation? On est en train de gagner contre la Prusse, là. En Russie, l'impératrice Élisabeth Ier meurt et son neveu, Pierre III, prend sa succession. Pierre III, qui est favorable à la Prusse, décide de retirer les troupes. J'ai beau avoir gagné, je retire les troupes en Prusse. Tu t'es bien battu. Je me fais pas massacrer comme prévu? Non, allez, je te laisse tranquille. Quoi? Non mais tu fais quoi, Russie? On est en train de faire capituler la Prusse. En échange, l'Espagne rentre aux côtés des Français. Mais ça ne change pas grand-chose à part une petite bataille contre le Portugal qui lui est allié aux Anglais. En août 62, l'Angleterre attaque Cuba, puis en septembre Manille. 2 colonies espagnoles, et dans les deux cas, l'Angleterre réussit ses avancées. Le 27 août 62, la coalition anglo-portugaise bat l'Espagne à la frontière portugaise. En Allemagne, d'autres petites batailles ont lieu, mais la Prusse reste invaincue sans l'aide des Russes. Le 15 février 63, la guerre de Silésie est officiellement terminée. La Prusse et l'Autriche signent le traité de Hubertsburg. Eh bien, Prusse, c'est officiel, tu as gagné la Silésie. Tu peux la garder, en contrepartie, tu me laisses la Saxe. Très bien, je te rends la Saxe. Ah oui, et comme tu as presque perdu, tu n'auras le droit à aucune indemnité de guerre. Et tu dois continuer à faire partie du Saint-Empire romain que je contrôle. Le 10 février 63 était signé le traité de Paris entre la France et le Royaume-Uni. France, tu évacues ce que tu as occupé, et je vais te rendre quelques territoires. Très bien. Je te rends ce qui t'appartient en Europe, dont Belle-Île. En Afrique, je te laisse tes colonies, mais l'Inde, tu y renonces définitivement. Pour l'Amérique, je vais te laisser quelques territoires. Mes colonies à sucre, j'espère. En Amérique, le Canada est récupéré par les Anglais. Les Anglais prennent aussi la Floride aux Espagnols. La Louisiane, qui est française, est donnée aux Espagnols en compensation de la Floride. L'Angleterre récupère certaines îles des Antilles, mais la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Domingue sont laissées aux Français. Suite à ça, la France a complètement perdu son empire colonial. La France n'est plus une puissance coloniale, et ce n'est d'ailleurs plus vraiment la grande puissance européenne. La France reste tout de même un des principaux pays d'Europe, mais l'Autriche n'est plus le seul véritable rival. La Prusse a su prouver qu'elle peut être un pays allemand menaçant. Le Royaume-Uni, lui, peut désormais être vu comme une vraie puissance. C'en est de même pour la Russie qui, grâce à ce conflit, a pu commencer à se faire un nom. Bref, la grande puissance qu'est la France va devenir de plus en plus instable économiquement, et cela pourrait devenir plus explosif qu'on le pense. De vrais chamboulements attendent la France dans les prochaines années, mais ça, c'est une autre histoire.